Émilie Nicolas, José Legault, Christian Dufour, bonsoir. 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 Bon, on le disait, l'industrie de l'auto, il veut mettre le grappin dessus. Bien, il est en train de mettre le grappin dessus, M. Trump, avec Stellantis, la Jeep Compass va être assemblée aux États-Unis et non pas au Canada. 3 000 emplois en jeu. Je vous fais entendre M. Ford qui dit, là, c'est assez, les mamours, il faut être dur. Mais je vais vous demander, très bien être dur, mais quoi faire? On écoute M. Ford qui voit son industrie automobile avec des fissures importantes. What my message to the Prime Minister when I meet him on Thursday is if he can't get a deal, let's start hitting him back. Let's start hitting the U.S. back hard. Because all Trump does is continue. We're nice, play nice in the sandbox. I am sick and tired of sitting and rolling over. We need to fight back. Bon, ça, c'est facile à dire, mais Émilie Nicolas, si on ne veut plus jouer dans le carré de sable gentiment, on fait quoi? Que pourrait faire, même théoriquement, M. Carney, devant cet objectif de Trump de faire assembler les voitures chez lui? En fait, je pense que ce à quoi Doug Ford fait allusion, c'est des mesures un peu du type dont on parlait au printemps, des contre-tarifs, essentiellement des punitions de nature économique. Pour l'énergie, par exemple, oui, charger une taxe pour l'énergie que les Américains achètent en Ontario, entre Voilà, ça peut passer de l'énergie à enlever les bouteilles d'alcool américaines des comptoirs. Ouais. C'est vraiment, il y a un ensemble de mesures. Après, pour la situation dans laquelle Doug Ford se place, je pense quand même qu'il faut rappeler que le sud de l'économie de l'Ontario est vraiment très interdépendant des États-Unis depuis la signature de l'accord du libre-échange, essentiellement dans les années 80. Vous avez une industrie qui s'est construite dans ce paradigme-là avec des entreprises qui ne sont pas canadiennes. Qui sont au Canada parce qu'essentiellement, peut-être le coût du dollar est moins cher et on s'est construit comme ça faisait l'affaire de tout le monde. Mais la vérité, c'est qu'on est pris avec des entreprises étrangères qui sont les principaux employeurs de la majorité ou d'une grande partie des gens dans le sud de l'Ontario. Ça fait très longtemps que c'est une vulnérabilité économique pour le Canada. Lorsqu'on parle de souveraineté économique, construire l'industrie automobile comme on le fait au Canada, alors qu'il n'y a pas d'industrie automobile canadienne, il n'y a pas de compagnie d'auto canadienne. Ça a toujours été une vulnérabilité. Là, ça nous saute dans la face. Doug Ford, ce qu'il fait, c'est lever le ton, pointer le doigt sur Ottawa. Mais la vérité, c'est que ça fait au moins une trentaine d'années que toute la classe politique construit une économie de l'Ontario qui, au final, était vulnérable aux Américains. Oui, bien, d'autant que 92 des voitures qu'on produit au Canada sont exportées aux États-Unis. Non. Alors, il n'y avait plus de pays. C'était le pacte de l'auto. On avait tracé un cercle, puis tout était interdépendant. C'est terminé. José Legault, je repose la question. Politiquement, Doug Ford veut qu'on montre les dents, mais encore. Mm-hmm. Oui, mais Doug Ford aussi est fidèle à son personnage politique, qui le paye auprès de son propre électorat. C'est Capitaine Canada, n'est-ce pas? C'est Canada is not for sale. Le Canada n'est pas à vendre. Et s'il était premier ministre du Canada, je ne suis pas sûre qu'il pourrait prendre exactement cette position-là. En même temps, il exprime un certain désarroi, une certaine colère aussi. Il traduit ça. Pour M. Carney, évidemment, bien, chaque coût ou nouveau coût, COUP et COUT, et lui fait mal politiquement, même si on ne le voit pas encore dans les sondages, parce qu'il faut le rappeler, encore une fois, M. Carney il a été élu pour négocier avec M. Trump, mais malgré tout ça, je serais curieuse de savoir maintenant, plusieurs mois plus tard, c'est quoi la proportion des Canadiens qui pensent vraiment que le Canada a les moyens de tenir tête à la Maison-Blanche sous Donald Trump, ou a le pouvoir ou le rapport de force politique pour le faire? Bien sûr qu'on ne l'a pas. Et M. Trump, c'est le premier à le savoir. Christian. Oui, c'est vrai qu'on est dans le trouble. On est dans le gros trouble. Le secteur de l'auto est spécifiquement menacé parce qu'on sait que c'était quand même une fixation de Donald Trump. Mais il n'y a pas juste le secteur de l'auto. On a appris il y a 10 jours que l'accord global de libre-échange avec les États-Unis était remis en question, ce qui comporte un élément objectivement dramatique. Ça fait 7 mois que M. Carney a été élu. Hier, ça fait 7 mois hier. Il n'y a eu aucun succès.
dans leur relation avec M. Trump. Si on accepte les belles paroles, les déclarations d'amour, là, j'embrasse mon rival pour l'étouffer. Et on recule, on recule, on recule. M. Ford est dans son personnage, comme le dit José Legault, mais des contre-tarifs, c'est se tirer dans le pied. Je pense qu'il faut à tout le moins prendre conscience du fait qu'on a un gros problème. Je trouve que dans le commentariat, au Canada à large, là, je ne parle pas juste en français, en anglais, jusqu'à présent, il y a eu une espèce de tentation de minimiser les choses. Une espèce de sympathie pour Carney, de dire, bon, bien, écoutez, le climat reste bon, M. Trump n'a pas traiter M. Carney comme il avait fait avec M. Zelensky. Mais la réalité est plus dure que ça. C'est très difficile de réagir. Il n'y aura plus d'accord global de libre-échange. Il faudrait quand même au moins être conscient de la gravité de la situation. Le Canada, sur la planète, est un des pays les plus... Je sais que ça fait mélodramatique, mon affaire, mais c'est ce que je pense. Est un des pays les plus ciblés par Trump. Puis surtout que Trump est plus dangereux que jamais parce que là, il est jovialiste. Il a gagné à Gaza. Et puis même, M. Carney doit chanter ses louanges. Très bien. Alors, on va suivre ça. Je vais vous parler, parce que M. Legault en a fait un peu la nouvelle philosophie qu'il allait désormais adopter, c'est-à-dire un État minceur, plus efficace, plus souple, avec moins de fonctionnaires. On a fait le tableau, là. C'est des chiffres qui sont sortis dans le Journal de Québec, José, aujourd'hui. Ils sont rendus à 80 411, une augmentation de 17 comment concilier d'abord le nouveau discours qui arrive un peu tardivement et ça, retour de table d'abord là-dessus, puis ensuite je vais vous parler de ceux qui trouvent que ça va trop vite, comme ce sous-ministre Frédéric Gay qui j'allais dire publiquement, mais presque publiquement, a dit « j'en dors plus, puis je ne veux pas faire ceci ». Mais Christian, sur l'État qui grossit, Bien, c'est une réalité. La CAQ a laissé l'État grossir trop. Il y a trop de fonctionnaires, mais comme vous le dites, ça arrive en fin de mandat et puis ça peut être fait de façon brutale. Mais je voudrais parler tout de suite du sous-ministre. Si vous voulez en parler, on va l'entendre, parce que pour qu'on comprenne tous, ceux qui n'ont pas écouté le reportage, Frédéric Gay, sous-ministre à l'Environnement du Québec, qui s'inquiète devant certains de ses employés de ce qu'on lui demande, donc des compressions au ministère de l'Environnement. On va écouter. C'est terrible ce qui s'est passé. J'ai eu plusieurs nuits blanches, puis j'en ai encore quand je pense à ça. Des gens qui avaient une expertise extraordinaire, des gens qui avaient des compétences extraordinaires. J'ai jamais fait ça. Ça fait 25 ans que je suis au gouvernement, une vingtaine d'années en gestion. Ni moi, ni mes collègues, on a de contrôle sur ces coupures-là. Vous comprenez? On a une cible qui nous est donnée, puis on doit l'exécuter. Bon, est-ce qu'un sous-ministre peut dire ça, Christian Dufour? C'est un énorme dérapage. C'est pas quelque chose qu'il a dit en petit comité avec des adjoints autour. Il savait que ce serait rendu public. J'espère que le gouvernement va le démettre le plus rapidement possible. Ça marche pas, ça. Quand on est sous-ministre, on a un très haut statut, on a un très gros salaire, mais notre job, là, c'est pas d'être dans les états d'âme puis donner notre opinion. Notre job, c'est de mettre en œuvre ce que le pouvoir politique élu décidé. Moi, j'en suis pas revenu de cette affaire-là. Ça ne marche pas. C'est totalement inacceptable. Puis surtout que là, Mme Ruba-Gazal de Québec solidaire dit qu'il faudrait qu'il y ait d'autres sous-ministres qui s'expriment aussi. Puis il y a des gens... Ça marche pas. On est un État de droit, on est une démocratie libérale et les hauts fonctionnaires qui sont très privilégiés par ailleurs ont une obligation de réserve et je comprends vraiment pas comment il a pu déraper comme ça. José. Oui, bien, les sous-ministres, c'est du personnel politique, hein? Donc, très, très, très puissant, mais c'est... Ce sont des hauts fonctionnaires, c'est pas du personnel politique, je m'excuse. Bien, les sous-ministres sont nommés souvent par le bureau du premier ministre quand même. Cela étant dit, oui, il y a ce que Christian a dit, c'est vrai, factuellement, il a tout à fait raison. Mais en même temps, c'est un symptôme, hein? C'est un symptôme de l'inquiétude qui doit être en train de gagner l'appareil public au Québec. Et pas seulement parce que le réflexe, c'est de s'autoprotéger. Écoutez bien ce qu'il a dit, hein? C'est la perte d'expertise au gouvernement qui l'inquiète. Au Québec, les gouvernements précédents ont souvent commis cette erreur-là aussi. On l'a vu au transport. Qu'est-ce que ça a donné au transport? Ça a donné la commission Charbonneau. On le voit en informatique. Ça a donné quoi? Ça donne des fiascos, ça donne des scandales parce qu'on est obligé de continuellement aller au privé. Et là, est-ce qu'il va falloir faire aussi la même chose en environnement? Ça, c'est sur le fond de la question. Sur le plan politique,
politique. Ce que M. Legault annonce, c'est pas seulement à la dernière minute, c'est broche à foin. Très franchement. Et là, est-ce qu'on va réassister, comme sous M. Bouchard à l'époque, avec son déficit zéro, à des compressions aveugles à travers l'appareil où on va inviter à la retraite des gens qui ont de l'expérience, juste pour que ça paraisse bien sur le tableau qu'on diminue le nombre d'employés et qu'on va laisser aller aussi les nouveaux arrivés. Et là, on va se priver aussi de la relève dans la fonction publique. Donc, tout ça est trop précipité et trop à la dernière minute. OK. Et s'il y a eu une augmentation aussi importante dans la fonction publique, oui, il y a peut-être eu des erreurs. Mais je rappellerai, là, on a eu une pandémie, on a une population qui a augmenté, on a des nouveaux services qui ont été créés, il y a Santé Québec qui a été créé. Donc, le gouvernement a créé aussi des nouveaux besoins. Émilie Nicolas, est-ce qu'un sous-ministre, on revient à ma question d'origine, est-ce qu'un sous-ministre peut se permettre de dire ça publiquement alors que sa tâche, c'est quand même d'exécuter la volonté politique des élus, non, dans notre système? Dans notre système, la haute fonction publique fait toujours de la politique, mais il y a un protocole à suivre. Le protocole à suivre, c'est d'appeler un journaliste politique de confiance pour devenir une source anonyme pour son papier. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça a toujours été comme ça que ça a fonctionné. Regardez, par exemple, la crise de l'ingérence étrangère à Ottawa. Ça a été fomenté par des fonctionnaires de C6 qui se sont mis à appeler le Globe and Mail pour dire on n'est pas content de la manière dont la question de l'ingérence étrangère... C'est pas ça qu'on a, là. Non, exactement. Au Québec, ça marche pas comme ça. Je m'excuse, au Québec, c'est pas vrai que les hauts fonctionnaires font tous de la politique. Je suis désolé, là. Je trouve ça exagéré de dire ça. Non, mais ce ne sont pas des personnages politiques. Ce que je dis, c'est que le journaliste, ça sert notamment aux gens qui ont des informations à nous à donner, qui sont d'intérêt public, de le faire. Et que là, en ce moment, on se retrouve dans cette situation-là parce que c'est pas comme ça qui a été fait, mais que le message que le sous-ministre a envoyé est un message qui est d'intérêt public, au sens où, et là, c'est là où que je reviens à ce que José dit aussi, on l'a vu dans d'autres domaines, lorsque François Legault dit on va faire le ménage dans les PDG, en éducation, en santé. Il l'a dit notamment parce qu'il y a des gens qui n'ont pas, à son sens, assez obéi à ses commandes. Et là, moi, ce que je trouve que ça fait quelques histoires politiques dans les dernières semaines qu'on voit où, essentiellement, on essaie de bouger rapidement en période préélectorale d'une manière à ce qu'il puisse avoir des dommages concrets qui soient faits dans l'appareil public. Et puis, il y a des gens qui sont dans la machine, qui sont inquiets, qui, effectivement, ont un devoir de réserve, sauf que quand même, il y a une manière dont le public doit pouvoir avoir accès à cette information-là. Vous reconnaissez le devoir de réserve quand même. Oui, quand même, parce que sinon, on cautionne des gros dérapages. C'est pour ça que les sources anonymes existent. Anonymes, mais c'est pas anonyme. Exactement, on est d'accord, on dit la même chose, Patrice. On dit la même chose, c'est parfait. Christian. Oui, Émilie parle de la scène fédérale. Moi, je connais plus la scène québécoise. Puis les hauts fonctionnaires québécois ne font pas de politique comme ça. Et c'est un précédent qu'il faut condamner. Vous voyez à quel point je suis virulent, parce que moi, ça m'a choqué. J'ai travaillé dans ce domaine-là. C'est totalement inacceptable. Puis j'aime pas la façon de cautionner ça par la bande. En disant, bien, écoutez, ils n'ont peut-être pas le droit de le dire, mais ce qu'ils disent est important. Ils n'ont pas d'affaire à le dire. Moi, ça ne m'intéresse pas de commenter ce qu'on a à dire. C'est clair. Je peux commenter les autres, mais pas les hauts fonctionnaires. On a Ruba Gazal. Oui, Ruba Gazal, j'ai un extrait de Ruba Gazal. J'ai pas d'extrait, j'ai une citation de Ruba Gazal. J'invite tous les hauts fonctionnaires. Elle, comme vous avez dit, elle invite à tenir tête au gouvernement de François Legault. Soyez courageux, le Québec a besoin de vous. Bon. Et à l'opposé, on va écouter M. Duhem. C'est inacceptable qu'un haut fonctionnaire commence à faire des déclarations aussi politiques. J'espère sincèrement aujourd'hui que le ministre de l'Environnement, Bernard Drinville, va le sanctionner ou le congédier. Alors là, on ne peut pas avoir les deux extrêmes. Ruba Gazal qui dit « Levez-vous, sous-ministre, n'écoutez plus vos maîtres politiques, puis allez parler, faites de la politique, autrement dit. » Je veux vous entendre quand même là-dessus, parce que là, on parle de polarisation qu'on dénonce. Là, on a un bel exemple, José. Bien là, en tout respect, ce que dit Ruba Gazal, c'est complètement irresponsable. Là. Très franchement, ce n'est pas son rôle de dire une chose comme ça. On n'est pas dans les 10 commandements là, avec Moïse qui sépare la mer Rouge, là, franchement. Là, on n'a pas à appeler les sous-ministres à dénoncer. Bon, on a un cas, on a des analyses, je pense, ici nuancées sur ce qu'a fait le sous-ministre à l'Environnement, mais cet appel-là, ça n'a pas de bon sens. Ce que M. Duhem dit,
Puis, j'ai l'impression que c'est ce qui va arriver de toute manière, d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, il y aura une sanction. OK. Alors, je pense qu'on a tout dit ce qu'on avait à dire là-dessus. Un mot sur le français de Mike Carney. Notre collègue avait sorti l'histoire. On en a, je pense, parlé la semaine dernière. En tout cas, je ne me souviens plus à quel panel. Mike Carney parle, c'est quoi le pourcentage? 17 83-17. Ouais. Anglais, français. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Émilie, tour de table rapide. On a 3 minutes. C'est pas fort. C'est pas fort, puis ça va avoir une incidence à un moment donné aussi sur notre capacité, même nous, dans les médias, à aller chercher les clips d'information de qualité sur ce que le premier ministre a dit, puis pour la population, à comprendre directement dans leur langue, dans la langue officielle de leur choix, ce que le premier ministre raconte. Je pense que c'est important et que je salue le rappel à l'ordre qui est en train d'être fait en ce moment. Oui, Josée, lumière jaune, rouge? Bien, entre le jaune et le rouge, là, je pense, tout à fait d'accord avec Émilie. Si M. Carney, en tout cas, il doit réaliser qu'en quelque part, il n'est pas PDG d'une vaste corporation. Il est premier ministre d'un pays dont le français est une des 2 langues officielles. Il n'y en a pas 22 langues officielles au Canada, il y en a 2, le français et l'anglais. Alors, oui, les Québécois, les francophones hors Québec, lui ont donné la chance aux coureurs, mais là, il faut vraiment, vraiment qu'il fasse un effort. M. Harper était capable de le faire, M. Carney est capable de le faire. Oui, M. Harper, systématiquement, commençait tous ses discours en français. Il avait décidé de faire ça depuis le Harper numéro 1, là, jour 1. Il a tenu, là-dessus, il a tenu le cap jusqu'à la fin. Christian? Oui, parce que M. Harper était conscient du fait que le Canada avait commencé au Québec en français. M. Harper avait une préoccupation pour le Québec. Je trouve qu'on ne sent pas une grande préoccupation pour le Québec chez M. Carney depuis le début. Ça fait longtemps qu'il y avait des chances sérieuses qu'il devienne premier ministre du Canada. Or, il ne s'est pas organisé pour que son français soit fonctionnel. Parce qu'il y a le pourcentage de ses interventions, mais il y a aussi le fait que quand les ministres fédéraux ne parlent pas français, c'est pas bien grave, on les entend pas souvent. C'est vraiment pénible d'entendre M. Carney pratiquement tous les soirs à la télévision parce qu'il y a un français très, très laborieux. Les Québécois sont en partie responsables de ça parce que M. Carney est là en partie à cause du Québec. Il y a un précédent, le premier ministre du Canada, bon, il débrouille un peu en français, mais son français n'est pas vraiment fonctionnel. Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est qu'on ne sent pas chez M. Carney une vraie préoccupation pour le Québec. Êtes-vous, je vais être obligé de vous faire un oui-non, j'aime pas faire ça, mais il reste peu de temps. Êtes-vous inquiet pour l'entente Churchill Falls-Québec, Émilie, Josée, Christian, Émilie, avec l'élection du gouvernement conservateur? Je ne sais pas s'il est inquiète, mais je pense curieuse de la suite. Oui, parce que ça peut... Josée, il peut avoir... bref, je vous écoute. Moyennement. On ne sait pas s'il va y avoir des amendements qui vont être exigés de la part de Terre-Neuve. Oui, parce que, Christian, c'est une grosse entente. Oui. Oui. Le Québec n'a pas été inquiet parce que le rapport de force joue en notre faveur. On a un contrat qui peut durer jusqu'en 2041, puis que Terre-Neuve est très, très endettée. C'est M. Legault qui doit être inquiet parce que c'était son legs, c'était son héritage, puis il y a une possibilité que ça se règle après que M. Legault va être parti. Émilie Nicolas, Josée Legault, Christian Dufour, merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Au revoir. Merci.